Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'invité. Ce soir, nous abordons un thème crucial, un véritable pilier, on peut le dire, pour notre société, mais malheureusement souvent mis à mal, la justice sociale et son principal ennemi, la corruption. La corruption, ce fléau insidieux qui gangrène les institutions, qui sape la confiance du citoyen et surtout érode les fondations de toute justice sociale. Car comment parler, mesdames et messieurs, d'équité, d'égalité des chances lorsque les règles du jeu sont faussées par des intérêts personnels? Pour répondre ce soir à ces préoccupations, et comme tous les vendredis, à pareille heure, nous recevons Irénée Agossa. Il est acteur politique, membre du bureau politique du Parti Union Progressiste Le Renouveau. Monsieur Agossa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour aborder ces questions. Et d'entrée, je veux vous poser déjà cette question en tant qu'acteur politique. Comment percevez-vous l'impact de la corruption sur la capacité de l'État à garantir une réelle justice sociale? La corruption est une gangrène pour le développement d'un pays. Donc la corruption détruit la confiance citoyenne. Et cette confiance citoyenne, je veux parler de la confiance entre les citoyens eux-mêmes, la confiance entre les citoyens et les institutions de la République, la confiance entre les citoyens et les élus. La corruption favorise plus ceux qui ont les moyens, puisque ça se fonde sur ceux qui ont les moyens, et ceux-là montrent que sans ces moyens, vous ne pouvez pas avoir accès aux services de base. Donc, l'accessibilité aux services de base est remise en cause. Il faut dire que la corruption aggrave la pauvreté, et augmente les inégalités, vous l'avez souligné. La corruption crée un climat d'insécurité juridique. Donc, l'institution juridique même, qui est la colonne vertébrale de la démocratie, est remise en cause par la corruption. La corruption porte atteinte à la cohésion nationale, à l'unité nationale. Vous allez comprendre aussi que la corruption, à travers les exemples qu'on va donner tout à l'heure, est un terreau de l'injustice. Tout prend corps à partir de la corruption. Donc, un frein systémique à l'accès aux services publics. Quand vous avez un système corrompu, tout part de là pour détruire tout ce que vous avez mis en place. Ça développe tous les autres aspects négatifs en ce qui concerne les actes qu'il faut mener pour une justice équitable. Je vais parler d'une justice sociale. Donc, il n'y a pas de paix sans la justice sociale. Or, la corruption remet en cause la réalisation d'une justice sociale. Donc, la corruption, par ricochet, remet en cause la paix dans le pays. Et selon Je vous donne un simple exemple. Vous voulez aller à un concours dans le pays et le système est corrompu. Ça veut dire que c'est ceux qui ont les moyens qui pourront réussir à ce concours. Si ceux-là réussissent à ce concours, ce n'est pas parce qu'ils sont compétents, c'est parce que le système est corrompu. Et du coup, ceux-là ont un impact sur l'efficacité du service public. Quand il s'agit des concours permettant d'entrer dans la fonction publique. Et quand il s'agit d'un concours pour entrer à l'université, etc., et pour l'obtention des bourses, et que vous avez les enfants des riches, de ceux qui sont capables de payer les éléments qui corrigent ces concours, ou bien qui délibèrent ces concours, et permettent à des étudiants non valables d'aller bénéficier maintenant à l'université de ces bourses et d'étudier et devenir quoi dans le pays? Vous voyez toute la chaîne qui est détruite? Les pauvres n'ont plus assez. Alors,
à la formation. Les pauvres n'ont plus accès à la fonction publique. Les pauvres n'ont plus accès à rien. Donc, nous divisons ainsi le pays. Nous créons une république de ceux qui ont les moyens et qui peuvent s'en sortir et une république de ceux qui subissent. C'est ainsi que nous remettons en cause la justice sociale. Et la justice sociale est capitale. Ainsi de suite partout. Donc, cette corruption ne peut pas aller de pair avec la justice sociale. Il y a nettement une incompatibilité. Là où vous avez la corruption, la justice sociale disparaît. Et dès que la justice sociale disparaît, vous remettez en cause la paix. Et dès que vous remettez en cause la paix, la République reçoit un coup. Les institutions de la République reçoivent des coups. Donc, nous ne pouvons pas alors accepter que cette corruption existe. C'est pourquoi d'ailleurs, au niveau de notre parti UP Le Renouveau, où nous sommes progressistes, ce sur quoi nous mettons l'accent permanemment, c'est d'éviter la corruption dans la société. De tout faire pour que cette corruption soit mise en dehors de toutes les structures de gestion du pays. Et justement, quels sont ces leviers qu'il faut pour pouvoir activer une lutte efficace contre la corruption et favoriser cette justice sociale que vous défendez ce soir? Il faut informer et former, et donc prévenir la corruption. Vous ne devez pas vous taire sur les éléments qui détruisent le pays. Donc, il faut former et informer. Ça, c'est le rôle des partis politiques. Il faut surtout, ici, que la structure qui s'occupe de la prévention de la corruption dans notre pays, je vais parler du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, doit pouvoir instaurer au niveau de l'éducation nationale les leçons qu'il faut donner à bas âge aux enfants sur l'impact de la corruption en ce qui concerne le développement du pays. La cohésion nationale, l'unité nationale et la paix. Cela doit être enseigné à la base. Nous ne devons pas nous taire sur ceux qui font l'apologie de la corruption. Ceux qui ne dénoncent pas les faits de la corruption. Donc, ils font l'apologie de la corruption en banalisant la justice, par exemple. Quand quelqu'un pose un acte de corruption et que la justice s'empare du dossier, personne ne doit, alors sous prétexte que la personne soit de l'opposition ou de telle, commencer par faire l'apologie de la corruption en trouvant des situations atténuantes à ce dernier. Il n'y a pas d'excuse à ce qui concerne les actes de la corruption. L'autre chose, c'est la justice. Elle doit être implacable. Implacable en matière de lutte contre la corruption. On doit pénaliser sérieusement la lutte contre la corruption. C'est pourquoi nous nous proposons déjà, au niveau du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, de définir comment nous allons faire de l'apologie de la corruption une infraction. Donc, il faut que cela soit défini pour que ceux qui font l'apologie de la corruption soient pénalisés parce que ça détruit la société. Ça détruit la société. Les partis politiques doivent condamner à l'unanimité, surtout quand il s'agit d'un membre de parti, d'un responsable de parti qui a fait preuve d'actes de corruption au sein de la société. Nous devons alors tous, tout parti confondu, condamner cet acte et décourager cela à jamais de manière à ce que la personne-là ne soit plus éligible au sein du parti. Enfin, il y a le rôle de la société civile. La société civile doit guetter et faire en sorte que cette corruption soit éliminée, que nous puissions tout faire pour que la justice sociale l'emporte et qu'on dénonce tout acte de corruption où ça se passe partout. Il ne faut pas minimiser
alors les actes de corruption. D'accord. Quand on a peut-être fini, en tout cas, d'aller en profondeur de cette question de la justice sociale, une affaire qui défraie la chronique, l'affaire d'obtention du récépissé du parti Le Libéral, l'affaire dans laquelle le premier responsable est soupçonné d'actes de corruption. Dans l'opinion d'acteurs politiques, justement, cette situation est due au fait de la complicité, M. Irénée Agossa, du processus d'obtention du récépissé par les partis politiques. Quelle est votre lecture de cette analyse? D'abord, on ne peut pas dire qu'il y a une complexité de la procédure d'obtention de récépissé. N'oubliez pas que j'ai été président de parti. Et nous avons respecté cette procédure pour avoir notre récépissé. Donc, je peux vous dire, en tant que témoin, qu'il n'y a pas de complexité au niveau de la procédure qu'il faut suivre pour avoir son récépissé provisoire et définitif. La loi a été claire, les critères sont là, il faut simplement les remplir. Donc, ceux qui le disent sous cette forme, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, ils sont en train de faire l'apologie de la corruption. Dire qu'un processus est complexe, c'est faire l'apologie de la corruption. Parce que si vous êtes membre d'un parti, parce que ceux qui le disent sont membres d'un parti, et le parti auquel ils appartiennent, ce parti a reçu le récépissé provisoire et le récépissé définitif en respectant la procédure en place. Pourquoi cette complexité ne les a pas poussés, eux, à poser un acte du genre? C'est pour vous dire qu'ils sont en train de poser un faux problème. On ne va pas tricher à l'examen et prétexter du fait que l'épreuve est complexe. L'épreuve est difficile. Tu triches ou bien tu vas corrompre le surveillant et tu dis que c'est du fait que l'épreuve là est difficile que toi tu as triché. C'est pas possible. On ne triche pas. Ça c'est clair. Bon. On compose, on résout le problème. Oui, ça c'est un principe. Ici, la loi est claire. On ne corrompt pas. Tu ne peux pas donner de l'argent à un fonctionnaire qui est payé pour un travail, pour lui dire de te rendre un service. C'est interdit par la loi. Oui, c'est un crime. C'est interdit par la loi. Donc, il n'y a pas de prétexte pour ça. Il n'y a même pas de raisonnement. On ne peut pas justifier ça. C'est faux. Parce que nous, on a été au charbon. On a été au charbon et je sais tout ce qui se passe là. Le ministre de l'Intérieur, quand vous le saisissez sur les incompréhensions que vous avez de la procédure, le ministre vous reçoit avec ses cadres. Et on met à votre disposition les cadres compétents capables de vous dire comment vous allez vous en sortir. Vous pouvez inviter un responsable du ministère de l'Intérieur qui puisse vous donner les éclairages. En tant que parti politique, vous avez ce droit. Donc, nous avons été assistés. Donc, il n'y a même pas de problème. Si vous ne comprenez pas un point, vous posez la question, on vous donne les fonctionnaires qui doivent être à votre disposition pour vous expliquer. Donc, il n'y a rien qui puisse justifier aujourd'hui que vous puissiez passer par un acte de corruption. Les observations que nous avons reçues, nous, au début, vous savez combien de pages ça faisait? On était à plus de 120 pages. Mais il faut lire les observations. Qu'est-ce qui vous empêche de lire? Vous vous transformez en un cabinet et vous lisez page par page, ligne par ligne, les observations. Les observations ne sont pas farfelues. Quand vous prenez ces observations, vous répondez à chaque observation. Mais quand vous ne comprenez même pas ces observations, vous avez la possibilité d'interroger la commission qui s'occupe du traitement de votre dossier. C'est ça ce qui est clair ici. Et ceux-là ont le devoir de vous apporter des éclairages. C'est ça. Donc, et on n'a jamais appelé le ministère de l'Intérieur et qu'il soit incapable de nous répondre. Nous, dans notre cas. Et je veux que les partis s'installent pour que nous puissions discuter de ça, les différents responsables de partis qui ont pu obtenir le récépissé provisoire, le récépissé définitif, viennent ici pour peut-être me contredire. Je n'en trouverai pas.
les conditions sont claires, vous remplissez ces conditions pour que vous puissiez avoir votre récépissé. Le parti politique joue un rôle important dans le processus démocratique. Donc, on ne peut pas avoir du n'importe quoi comme parti politique. Et le responsable du parti politique doit lire les tests et ne doit jamais, jamais être soupçonné même d'actes de corruption dès la création de son parti. Ça, c'est grave, ça. Dès la création de son parti. Si lui, il est condamné effectivement par la justice et qu'il est reconnu coupable, tous les partis politiques à l'unanimité doivent le condamner. Et nous devons même ensemble lui dire de ne plus venir polluer notre milieu. Nous sommes un exemple pour les populations. Nous sommes des exemples. Nous avons fait ce choix. Donc, on ne peut pas poser un acte de corruption. Parce que nous sommes là pour la justice sociale. Nous sommes là pour la paix, pour la cohésion, pour l'unité nationale. On ne peut pas alors, dès la création de l'instrument qui doit nous permettre de former les populations, d'informer les populations, de les conduire sur la voie d'une justice sociale, nous ne pouvons pas alors, dès la création de cet instrument qu'est le parti politique, commettre des actes de ce genre. D'accord. Donc, c'est même pas justifiable, je vous en prie. Ceux qui disent des choses à propos, ils doivent être considérés comme des gens qui font l'apologie de la corruption. Et on doit trouver les moyens pour que la justice traite le cas. Ce qui est sûr, l'affaire pendant devant la justice, mais pour une affaire aussi grave que vous venez de dénoncer, votre formation politique ne s'est pas clairement positionnée là-dessus, pas même l'ombre d'un communiqué, M. Irénée Agossa. Nous attendons nettement que la justice finisse son travail. Bien évidemment. Il est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, le concitoyen, il n'est pas encore condamné. Laissons que la justice finisse, qu'il soit jugé. Nous sommes obligés d'attendre à ce que la décision de la justice, et comme la justice rend ses décisions au nom du peuple, nous allons pouvoir réagir pour défendre le peuple dans le cadre de la justice sociale. En définitive, quelle approche participative face à cette gangrène qu'est la corruption? Il faut absolument que les citoyens s'engagent. Les citoyens doivent s'engager, et après la formation, tous doivent s'engager, et surtout l'éducation à la base. Ça, c'est important. Vous ne pouvez pas ne pas payer votre impôt, par exemple, chez vous, et dire que vous êtes un bon citoyen. Nous devons faire tout pour que la corruption s'arrête. Personne ne doit alors dire qu'il veut bénéficier de l'état de droit en étant dans la position de favoriser les actes de corruption. La corruption détruit tout le monde et détruit tout. Donc, personne ne doit l'accepter. Nous devons comprendre ça. Vous savez, dans notre pays, quand on laisse la situation de la corruption s'installer, ça se gère sur des générations. Dans cette affaire dont vous avez parlé, vous savez qu'un ami m'a appelé, professeur d'université, collègue à moi, qui me dit, mais Richard allait venir prendre les conseils chez toi à Gossa. Comment il peut se laisser dans cette histoire comme ça? Puisque toi, tu as fini, tu as eu le récépissé, etc. Je croyais qu'il était dans la logique, bonne logique. Il me dit, non, je ne dis pas ça parce que tu as respecté les thèses, parce que tu connais le circuit. Professeur d'université. Collègue à moi. Vous voyez ce qu'il dit? Vous voyez l'enseignement que lui peut apporter par rapport à la lutte contre la corruption dans son foyer? Il ne croit pas aux lois du pays. Il ne croit pas qu'on peut faire quelque chose en étant dans la droite ligne de la légalité. Dieu merci. Et quand lui, il est en train de dire ça, je connais un jeune qui a passé le concours de la magistrature et qui avait échoué plusieurs fois. Je ne savais pas qu'il allait me reconnaître. Il m'arrête en pleine rue, il m'appelle, il me dit, vous ne me reconnaissez plus. J'ai dit non. Il dit, oui, c'est vous qui m'avez donné les moyens pour que j'aille déposer le dossier. Si il y avait la corruption, président, je ne serais jamais admis à ce concours parce que je suis fils de pauvre. Aujourd'hui, je suis admis parce que les concours frauduleux sont terminés. Nous permettons à tout le monde de jouir des possibilités, des potentialités et des opportunités au sein du pays. C'est ça ce qui va se passer. Et c'est ça ce qui va continuer de se passer dans notre pays à travers les réformes actuelles. La réforme du système partisan va nous permettre de corriger ceci au sein des partis. Quelqu'un qui est corrompu au sein des partis sera détecté et on doit l'empêcher
d'être candidat. C'est pour cette raison d'ailleurs que le financement des partis a été corrigé. Nous n'avons plus des financements qui sont obscurs et qui permettent d'encourager la corruption à travers des partis entreprises et des chefs de partis politiques entreprises et qui étaient, je vais dire, dans le clientélisme politique au Parlement. Non. Donc, tout ça s'est arrêté et c'est les réformes que nous devons continuer pour permettre surtout à ce que chaque citoyen s'engage à jouer son rôle. Monsieur René Agossa, sinon que nous jouons les prolongations, mais je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question et nous finissons là-dessus justement. Nous avons lu cette semaine dans la presse que le président de votre parti, Union Progressiste Le Renouveau, sera en train de s'imposer comme le candidat pour l'élection présidentielle de 2026 au lieu de passer justement par les primaires. Serait-ce le cas? Je vous ai déjà dit ici que nous n'allons jamais aller au rythme des journalistes. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Les primaires ne sont pas une exigence démocratique. C'est les tests qui s'imposent aux responsables des partis. Je veux vous dire quelque chose. Est-ce que vous avez vu à la veille d'un match de football, c'est parce que vous aimez les compétitions là, qu'on parle d'un joueur, les adversaires parlent d'un joueur qui en fait fait l'autogol, c'est-à-dire, lui, il ne fait que marquer contre son camp, etc. Est-ce que vous voyez ça? Et ceux qui sont du parti, ceux qui sont de camp, et les observateurs du match, est-ce qu'ils parlent des joueurs farfelus réservistes? Non. On parle toujours d'un joueur qui, en fait, peut changer le cours du match. Suivez tout. Nous avons alors un président de qualité. Nous sommes heureux. On parle des élections présidentielles, on ne parle que de Djogbenou partout. S'impose-t-il ou pas? Je vous dis, c'est les autres qui s'imposent à leur conscience. Ils s'imposent à leur conscience parce qu'il a tellement de valeur qu'ils ne peuvent rien dire autre que lui. Donc, ils voient que celui qui peut changer le cours du match, voilà un monsieur pareil. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut le salir. Et qu'il faut le salir parce qu'on sait qu'il est nickel. Parce que quand vous avez une petite tache blanche sur quelqu'un qui est propre, qui a une tenue belle tenue blanche, tout le monde remarque. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de le salir. Donc, il ne tente pas un passage en force. Attendez, c'est de le salir. Et pour le salir, ils ne savent pas que le système a changé. Nous ne sommes plus dans les partis entreprises. UP Le Renouveau n'est pas le parti de Djogbenou. En réalité, s'ils veulent nous attaquer, ils n'ont qu'à attaquer le parti UP Le Renouveau à travers sa vision, à travers son programme d'action, à travers le chiffrage qu'il a fait au niveau de ce programme d'action pour permettre aux populations de faire un bon choix. Le président Djogbenou est une fierté pour nous parce qu'on parle de lui. Mais ils ne savent pas que le bouclier qui le protège, c'est désormais le programme du parti, la vision du parti et la conviction de chaque militant au sein de notre parti. Donc, cela nous donne la fierté d'avoir un joker de ce genre. Comment voulez-vous qu'un président... Plus ou moins détourné, monsieur Agossa. Dites-moi, comment voulez-vous dire qu'un président de parti peut forcer Qu'est-ce qu'il force? Il est président de parti. Vous avez vu un président de parti forcer quoi que ce soit? Le président de parti est le garant aujourd'hui des tests du parti. Le président de parti ne force rien. Le président de parti, aujourd'hui, il est le leader naturel du parti. Pourquoi tout le monde se jette sur lui? Parce que tout le monde se dit qu'il peut changer le cours des jeux. Et personne ne peut le condamner aujourd'hui parce qu'il réunit, il concerte, etc. J'ai lu l'article comme vous, des concertations, etc. Même s'il organise une fête familiale aujourd'hui, les gens vont crier, même à l'international. C'est une valeur pour nous. Donc, on ne peut pas le condamner pour ça. Nous avons un joker valable, tant au niveau de notre parti qu'au niveau de toute la majorité présidentielle, qui est loyale à nous et en qui nous croyons. Et nous sommes des loyaux envers lui pour que la vision et les actions que nous voulons porter à la tête du pays soient toujours dans l'ordre de la démarche et de la cohésion nationale, celle que nous défendons depuis. Pour nous, je finis pour vous dire que les priorités en ce qui concerne nous, notre action, toujours, il s'agit
du défi sécuritaire pour notre pays. Il s'agit de la production de l'énergie. Il s'agit de la question du pouvoir d'achat. Ils n'ont qu'à venir sur ce terrain et ils verront que nous sommes les meilleurs. Et nous avons la meilleure incarnation de la résolution de ces problèmes. Les jours à venir, nous édifierons donc sur votre joker, M. René Agossa. Nous vous remercions déjà de vous être prêté à l'exercice. Espérons vous retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir. Je vous laisse rentrer chez vous. Merci à vous pour vos analyses et vos réponses à ces questions sur... Juste quelque chose pour vous ce soir. Je vous vois très charmante ce soir. Monsieur Agossa. Merci aussi pour votre charme. Merci beaucoup, Monsieur René Agossa. Allez, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent. Juste derrière, ce sera le débat du soir avec mes invités qui vont me rejoindre dans quelques minutes. Pour ceux-là qui nous ont pris au vol, vous savez le faire désormais. Toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques, notre site internet www.telebena.com, notre chaîne YouTube Télébénin, et télécharger l'application Télébénin pour nous suivre un peu plus facilement. Nous vous avons proposé l'invité du soir et le débat à venir depuis le studio François Xavier en Limnement télé avec vous, pour vous. À tout à l'heure.